Bonjour tout le monde, bonjour à tous, à Bonjour à toutes. tous. Bienvenue à ce webinaire organisé par le Hibou avec notre intervenant freelance DataOps. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. C'est ça. Khalid Bouraba qui va prendre le temps d'aborder un thème important pour beaucoup d'entre nous qui travaillons dans l'IT. On va parler aujourd'hui du Snowflake, de la gouvernance à l'automatisation. Donc, bonjour tout le monde, merci à tous ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à nous dire d'où vous vous connectez ce midi. Donc, on est ensemble pour 1 heure. On va parler du Snowflake, de la gouvernance à l'automatisation. Et je vais, sans plus tarder, le temps que d'autres nous rejoignent, présenter un petit peu le hibou. Alors, on peut passer à la prochaine slide. Merci. Alors, le hibou, pour ceux qui ne connaissent pas, Pardon. nous sommes une plateforme de freelancing, donc numéro 1 en France, spécialisée dans la tech et l'innovation. Nous sommes implantés à Paris, dans plusieurs grandes villes de France, à Nantes, à Lyon, Bordeaux, Toulouse et Marseille. Et depuis 2 ans en Belgique, à Bruxelles, et maintenant au Luxembourg. Donc, la durée moyenne d'émission chez le hibou est de 15 mois. Nous avons un TGM moyen de 700 €. On travaille essentiellement avec des experts et des seniors dans l'IT. Et nous avons recensé par an environ 7200 missions longues. Donc, on travaille avec pas mal de grands groupes. Il y a aujourd'hui plus de 500 entreprises qui nous ont fait confiance, comme des groupes bancaires, BNP Paribas, Natixis, La Poste, Accor, L'Oréal, Sephora, Bouygues, AXA, Renault et bien d'autres encore. Et nous sommes dans la French Tech Next 40 depuis 2025 dans le top 10. Voilà, voilà. Et je dis bonjour à tout le monde. J'ai vu qu'il y avait des personnes de Bruxelles, de Lyon, Melun dans le 77, les Mureaux. Donc, on est un peu de partout. C'est super. C'est super. Bonjour à tous. N'hésitez pas à partager le lien aux personnes qui pourraient être intéressées. Et puis, ça y est, je vais passer la main à notre intervenant du jour. Merci pour la présentation. Bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Khalid, je suis freelance chez les Weeboo, Tech Lead Data. Bon, à l'époque, on a écrit cette slide, j'étais DataOps, mais entre-temps, j'ai changé de mission et de client. Ça bouge un peu vite dans notre métier. J'ai commencé mon parcours à l'époque en premise avec des technologies comme Hadoop. Ensuite, je travaille sur pas mal de clouds publics, bon, les trois, AWS, GCP et Azure, avec une préférence et spécialisation pour AWS. Au fil des temps, j'ai travaillé sur des pipelines ETL, batch ou temps réel, des architectures serverless, des microservices et des projets de migration vers le cloud. Et il y a quelques années, j'ai découvert Snowflake. Et du coup, c'est le sujet de notre c'est devenu l'un de mes outils principaux au quotidien et du coup, c'est le sujet de notre présentation aujourd'hui. Donc je vais vous parler de Snowflake sous un angle opérationnel, très opérationnel. Je vais d'abord, introduire rapidement la plateforme, puis partager un retour d'expérience, structuré autour de 3 axes, la gouvernance, puis la sécurité et finalement l'automatisation. Ça sera dans un format REX, retour d'expérience, basé sur plusieurs, environnements et clients, cas d'usage que j'ai eu l'occasion de voir. Ce n'est évidemment pas la seule façon de faire, ni la vérité absolue, mais vu que Snowflake, c'est une technologie relativement récente et qui évolue très vite, il y a plusieurs façons de faire. Heu Mon objectif surtout heu, pré de cette présentation, c'est de vous partager ma vision, mes bonnes pratiques, échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à me challenger ou compléter et je suis là pour apprendre, aussi de vous. Il y a quelqu'un, Merci à excuse-moi Khalid, il y a tous. quelqu'un qui demande de parler un petit peu plus fort.
Oui, Est-ce que tout le monde entend bien? c'est bon? OK, bah, on démarre. Donc, Snowflake est un outil proposé en mode, SaaS, Service as Service, ce qui signifie qu'il y a aucun logiciel à installer, ni infrastructure à maintenir. Tout est géré par, Snowflake, la plateforme, s'autoscale, les mises à jour sont transparentes, on est notifié quand même, avant le passage de chaque mise à jour. Donc, on n'a associé que de l'administration de on n'a pas à se soucier de l'administration du système. Il a été conçu nativement pour le cloud. Heu vous avez le choix de choisir le cloud, que vous préférez au moment de la création de votre compte Snowflake, soit AWS, GCP ou Azure, sachant que les dernières, features, que Snowflake, sort, sont toujours en premier sur AWS. L'un des points clés, c'est la séparation du stockage et du calcul. Hem, Cela permet de faire évoluer les 2 dimensions indépendamment. On peut stocker d'énormes volumes de données à coût fixe, sans avoir à provisionner de la puissance et du calcul, inutile. Le modèle de facturation se base sur ce qu'on appelle des crédits Snowflake. Et je crois que c'est le minimum, c'est 60 secondes et on paye à la consommation comme d'autres, plein outils sur le marché. Cette architecture que propose Snowflake permet une scalabilité réelle grâce aux entrepôts virtuels ou ce qu'on appelle warehouses, qui sont ajustés dynamiquement. Donc voilà, pour résumer, Snowflake offre des bénéfices du cloud par design, simplicité, élasticité, optimisation des coûts. Donc Snowflake, récemment a introduit beaucoup de features au sein de la plateforme pour avoir qu'une seule plateforme pour gérer tous les workloads, qu'on peut imaginer dans le monde de la data. Donc, on peut faire de l'IA, on peut créer des applications au sein même de Snowflake. Il y a une partie cybersécurité qu'on va voir après. On peut faire du data engineering, on peut l'utiliser comme étant data warehouse ou data lake. Donc pour la partie collaboration sur Snowflake, donc Snowflake se positionne comme une plateforme ouverte, permettant non seulement de consulter les données publiées sur sa marketplace, mais aussi de publier vos données, les monétiser si vous voulez. Grâce à des capacités de data sharing, on peut également partager les données en quelques clics simplement avec, nos clients ou nos partenaires, à condition qu'ils soient eux aussi sur Snowflake, sans avoir, à copier ni déplacer l'information si on est sur le même, cloud provider et la même région. On peut, sur le volet data engineering, on peut construire des pipelines de données simples, fiables et à grande échelle, avec le langage, de programmation de votre choix, soit du SQL, soit du Python ou même, du Java, avec des notebooks ou bien des procédures stockées. Hem Sur la partie sécurité, Snowflake, offre une multitude de fonctionnalités qui permettent de renforcer la sécurité de votre compte et protéger vos données. On verra après en détail. Hem, sur la partie IA/ML, comme j'ai dit, Snowflake s'intègre avec Python et des librairies ML aussi. Avec, Snowpark, les data scientists peuvent, utiliser des librairies comme, scikit-learn, XGBoost, Pandas ou autres directement dans Snowflake via des fonctions UDF ou des procédures stockées dans Snowflake. On peut appeler ces modèles ou ces librairies. Pour l'exécution des modèles, ML, on peut entraîner des modèles simples, les exécuter, les appeler via des requêtes SQL, hem et tout ça au sein de la même, plateforme, au sein de Snowflake. Du ML automatisé, c'est ce qu'offre, Snowflake avec, Cortex. C'est un ensemble de services, managés pour du AutoML, permettant de faire du scoring, des prédictions,
hem, avec des modèles built-in qu'on appelle simplement, sans avoir à entraîner ni, maintenir le modèle. Pour la partie application, Snowflake offre, la possibilité de créer des applications ou bien même des interfaces web pour, exposer vos données ou les partager avec, d'autres personnes, hem, sans avoir un fardeau opérationnel. Par exemple, on peut créer des applications web, en se basant sur, la librairie, Streamlit qui a été, c'est un outil qui a été racheté par Snowflake et intégré dans la plateforme. Heu On peut utiliser aussi Snowflake en tant que data warehouse et en tant que data lake aussi pour, simplement stocker les données. Pour la partie Unistore, c'est une nouvelle capacité qu'introduit Snowflake et qui permet de gérer les données transactionnelles et analytiques en même temps, grâce à, grâce à ce qu'on appelle des hybrid, tables où on peut faire, bénéficier de la puissance, analytique de Snowflake et faire du transactionnel, hem, en même temps. Je vais juste donner un exemple, rapide sur la partie, IAML pour, voir à quel point Snowflake a permis de faciliter l'utilisation et l'appel des modèles. Hem, Ici, on prend le use case d'extraction de texte depuis un fichier ou une image. Snowflake, offre une multitude de fonctions, ML qu'on peut appeler simplement et permettent de faire de choses qu'il y a quelques années, hem, étaient très compliquées à faire. Donc pour extraire du texte, d'une image ou d'un fichier, il y a 2 étapes. La partie OCR qui permet d'extraire le texte de l'image et là Snowflake offre, une fonction pré-appelée qui s'appelle parse, document, qui permet de récupérer le texte. Puis, une autre fonction aussi puissante qui s'appelle complete où là, on peut l'appeler, on l'applique sur la sortie de la première fonction et en s'appuyant sur un modèle, par exemple, Mistral large ou autres modèles built-in qui sont, disponibles, sur Snowflake pour faire des actions sur cette extraction. En SQL, ça se transforme en ces 2 requêtes simples. La première requête, elle va on va appeler la fonction parse document pour, l'appliquer sur mon fichier, par exemple, une facture PDF que j'ai préalablement mis sur un stage et cette fonction va m'envoyer un texte, en mode, JSON. La deuxième fonction complete, je vais l'appeler en utilisant le modèle Mistral large et je vais demander ici en texte, comment on peut enfin, c'est un prompt qu'on peut, hem, mettre ici dans la deux le je crois le deuxième argument de la fonction. On va lui demander de nous donner la deuxième table du fichier PDF et sortir le tout en mode, JSON. Voilà pour l'exemple que je voulais montrer. Maintenant, je vais passer au 1er volet que je voulais voir, c'est la partie gouvernance. Sur Snowflake, on on a ce qu'on appelle des rôles qu'on va associer à des utilisateurs ou à des groupes. Donc ce que je conseille, c'est que on ça dépend de la structure, de la configuration de votre, équipe, mais de créer un modèle airbag qui va séparer, en séparant les rôles techniques, droit sur les objets. Par objet, je veux dire, table, schéma base, procédure et cetera. Des rôles fonctionnels, hem, ceux-là, on va les attribuer à des personnes ou de préférence des groupes. Donc par exemple, dans ce cas-là, par exemple, on a 2 rôles fonctionnels, un rôle analyste qui a juste le droit de lire de la donnée et un rôle, data engineer qui a un rôle écriture sur la même table. L'idée, c'est de créer un rôle fonctionnel qu'on va l'attribuer aux utilisateurs 1 et 3 et le rôle fonctionnel qu'on va attribuer à l'utilisateur 2. Les rôles techniques vont être sur, que les objets, techniques, Snowflake, la table, schéma, base de données, vue ou autre et donc cette séparation permet de bien gérer la la gouvernance, des rôles. D'autres, donc
parmi les bonnes pratiques que je recommande sur la gouvernance, c'est de standardiser le modèle Airbag et le faire évoluer dans le temps. On verra après dans la partie automatisation les outils qu'on peut utiliser pour faire cela. Faire des audits, automatiques, des droits pour voir, s'il y a des droits qui ont changé et cetera et permettre d'avoir le contrôle sur, qui a accès à quoi. 3 point très important, c'est définir une convention de nommage pour tous les objets Snowflake, sinon on se retrouve, rapidement avec des objets qui n'ont pas la même, nomenclature et c'est très compliqué à gérer quand quand on scale up. Pour la partie, j'ai parlé tout à l'heure des warehouses. Les warehouses, c'est les serveurs où, votre, requête SQL ou votre code Python va être exécuté dans Snowflake. Donc l'idée ici de créer des warehouses orientés, workload, donc mutualiser les warehouses. J'ai vu dans pas mal de, cas d'usage où dans le compte Snowflake, on crée un warehouse, systématiquement par projet ou par équipe. Ce qui fait augmenter les coûts parce que les warehouses ne sont pas tout le temps utilisés. Donc, ce que je recommande et la recommandation de Snowflake aussi, c'est de créer un ou 2 warehouses mutualisés par, workload. Par exemple, un warehouse, hors prod, non prod pour, tout ce qui est ETL, où là on peut le sizer en en fonction de notre traitement. Par exemple, on peut mettre du XS, S ou M jusqu'à XL, je crois et un autre, workload par exemple pour tout ce qui est BI, où là on peut mettre, du M, du S ou quoi et je recommande aussi de séparer la non prod de la prod donc dans ce cas-là, on aura 4 ou 5 warehouses. Pour la partie, utilisateurs et groupe, heu, je pense, donc il faut utiliser ce qu'on appelle le SCM 2.0 et là, c'est l'intégration avec, l'AD. Si on utilise, l'Azure AD, donc l'importation des utilisateurs et des groupes se fera automatiquement si on connecte, notre Azure AD avec Snowflake. Hem, donc automatiser la création des groupes et le rattachement au rôle fonctionnel dont j'ai parlé avant. Imaginons le cas d'une équipe, par exemple d'analystes qui ont le droit de juste de lire la donnée. Dans Azure, ou AWS ou votre cloud provider, on va créer un groupe, lecture où dedans on va mettre les utilisateurs. Il y a un provisioning automatique qui se fait entre votre AD et Snowflake et donc à chaque fois qu'il y a un utilisateur qui se rajoute ou un départ, la c'est rapatrié directement sur Snowflake. Donc vous avez à faire la manip une seule fois et donc après, quand il y a des départs, des arrivées, ça se fera automatiquement grâce au provisioning. Un autre point important sur cette partie, c'est de mettre à jour, régulièrement, les attributs du SCCM, parce que Snowflake met à jour, par exemple pour l'objet user, utilisateur, Snowflake met à jour, régulièrement les attributs. Parfois on en a en plus, parfois on en a en moins et donc il faudra, mettre à jour, régulièrement ces attributs. Je pense, un attribut qui a été rajouté récemment et c'est le type de l'utilisateur. Est-ce que c'est un service account? Est-ce que c'est une personne? Donc ça permet on peut les définir directement dans le provisioning qui vient de l'AD. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette partie? Sinon je passe à la slide suivante et là je vais parler toujours sur la sécurité. Sur le volet réseau, la recommandation de Snowflake, c'est de privatiser les flux et du coup l'utilisation de private link. On peut le faire avec, je pense avec tous les cloud providers, AWS, GCP et Azure
et ça permet de privatiser tous les flux et on passe plus en mode public sur internet, mais par un VPC. Il faut utiliser, je conseille fortement l'utilisation des network policies, avec des allow et deny. Si on connaît bien sûr, si on maîtrise les adresses IP de d'où les gens, les personnes ou les applications se connectent. Donc ça permet de renforcer la sécurité au niveau du compte. Ces network policies sont activables au niveau du compte en entier ou bien simplement sur un utilisateur qu'on veut filtrer ou bien un service account. Pour les internal stage, de Snowflake, Snowflake recommande leur protection avec, ce qu'on appelle les Azure, Private Endpoints, où là, tous les fichiers qu'on va déposer sur un stage interne de Snowflake les échanges ne vont pas se passer en public sur internet, mais sur, votre, VPC que vous aurez défini. Alors, il y a eu quelques questions, juste Oui, après que tu aies posé la question de, heu, Ellie et Hatim. alors je reviens sur le chat. Ils sont en Ellie, oui, tout en haut, mais je pense que tu as répondu, aux toutes premières. Audit automatique des droits, y a-t-il une fonctionnalité sur Snowflake? Non, il n'y a pas de fonctionnalité native, Snowflake, mais il y a des scripts, faits maison qu'on peut faire facilement pour gérer cette partie. Je crois que c'est la même question, comment automatiser l'audit? Oui, comme j'ai dit, il n'y a pas de fonctionnalité native. Mais on peut, enfin, en fonction de votre, contexte, de votre, configuration de votre équipe, on peut créer des scripts en se basant sur les librairies, Snowpark et automatiser l'audit. Soit avec, de votre langage de programmation, préféré, Python, ou même on peut le faire au sein même de Snowflake, avec du SQL. Hem, je passe à la partie sécurité qui est très importante, enfin de la partie service account, qui est très importante. Les service account, c'est les comptes applicatifs qu'on va utiliser par exemple, dans un dashboard Power BI pour se connecter à Snowflake, ou dans un traitement ou un job, ETL. Donc, la méthode d'authentification recommandée par Snowflake, c'est OAuth, où on va passer par des tokens qui sont, qui ont une durée d'expiration très, je crois 4 heures ou c'est conf 4 heures maximum, je pense. Sinon, on peut passer par des clés privées, clés publiques, la méthode d'authentification qui perd. Je n'ai pas parlé de la méthode d'authentification basique mot de passe parce que je crois qu'elle est depuis novembre, elle est, deprecated par Snowflake. On peut plus créer utilisateurs avec, un simple mot de passe, car, il y a 1 an, il y a eu il y a eu une faille chez plusieurs clients Snowflake grâce grâce à ce problème de cette méthode d'authentification. Donc, je pense que, d'ici, 2026, même les comptes de service qui utilisent ou les utilisateurs qui utilisent, des mots de passe ne pourront plus se connecter. Donc, il est recommandé vivement de migrer vers une de ces méthodes d'authentification fortes. Heu, à part ces méthodes d'authentification, je recommande aussi appliquer des network, policies sur les utilisateurs ou plutôt sur les service accounts. Donc, une network policy par client, par exemple, une pour Power BI, une pour ADF, c'est un outil Azure. Oui, il y a une question. Vous pouvez me dire plus sur l'incident de sécurité? Oui, l'incident qu'il y a eu il y a 1 an sur Snowflake, c'est que pas mal de clients de Snowflake utilisaient des utilisateurs avec une méthode d'authentification basique, donc username, password,
et le problème, c'est que pas mal de ces clients avaient, Snowflake en public, donc c'était pas protégé par un private link, le point dont j'ai évoqué dans la slide précédente, et donc il y a pas mal de mots de passe qui ont fuité. Alors c'est pas la faute de Snowflake, mais il y a, je crois que la méthode utilisée pour avoir les mots de passe, c'était simplement de la force brute, et donc le l'équipe de hackers qui ont fait qui ont exploité cette faille, ils ont exploité pas mal de service account qui n'étaient pas protégés, qui, par aucune de ces recommandations que j'évoque dans cette slide. Hem, donc je reviens sur la network policy. Pour Power BI, par exemple, Azure, publie, heu, tous les 2 semaines ou tous les 10 jours, la plage d'adresses IP que, utilisée par le service Power BI. Donc, on peut, automatiser cette network policy, en allant chercher dans l'API qu'offre, Azure ou AWS ou votre cloud provider. Donc chaque service, il utilise une plage d'adresses IP, bien définie, précise, et elle est communiquée par les cloud providers. Donc c'est à l'équipe qui administre Snowflake d'automatiser, la récupération de ces adresses IP et de les appliquer à la network policy. Ensuite, la network policy, elle est appliquée à un service account, et donc si on automatise le tout, ça sera transparent. À chaque fois que AWS ou Azure va mettre à jour, les adresses IP de Power BI ou d'ADF ou autres services, vous aurez la liste pi la liste d'IP, pardon, automatiquement sur votre network policy qui est appliquée à votre service account. Autre point très important, c'est l'utilisation des vaults. Donc, soit Azure Key Vault, soit Secret Manager dans AWS ou autre. Hem, il faut jamais communiquer bien sûr les credentials, les secrets par, par un autre canal que le Vault. Donc l'équipe, qui administre, Snowflake doit à chaque fois qu'il y a une création de service account, d'aller mettre stocker les secrets ou les clés directement dans le Vault, et puis l'équipe, qui va utiliser les services account, pareil, va depuis son code ou depuis son dashboard BI, va se connecter à ce Key Vault pour récupérer les credentials. On recommande aussi la rotation automatique des clés secrets. Là aussi, il faudra, créer des scripts, pour faire, cela. La recommandation de la cybersécurité, c'est chaque 3 mois. Après, c'est libre à vous de voir, à quelle fréquence vous voulez, faire la rotation des secrets. Les services accounts ne doivent être utilisés que pour les échanges, interapplications, parce que dans pas mal de cas, quand il y a un service account qui est créé, il est utilisé par les devs, l'équipe, développement ou dashboard, et donc ça pose un problème de traçabilité parce qu'on se retrouve avec plusieurs personnes qui utilisent le même, service account ou le compte applicatif, et donc on sait pas qui fait quoi. Donc il est fortement recommandé que les services accounts ne doivent être utilisés que dans, des jobs ou des dashboards BI, des pipelines, automatiques. Le dernier point sur les services accounts, c'est c'est de faire un inventaire, réaliser un inventaire et suivre l'ensemble, du cycle de vie de tous les SA de votre compte ou de vos comptes. Chez mon ancien client, on a passé un temps fou parce qu'on avait je pense, presque 400 ou 500 services accounts, et on a passé un temps, heu, immense pour, faire l'inventaire de ces services accounts, voir, comprendre leur utilisation, v que voir qui est l'honneur de ce service account. Donc, je recommande de faire un inventaire si ce n'est pas fait, et faire un suivi de tous les services accounts.
soit dans un fichier Excel ou bien même dans Snowflake sous forme d'une table. On peut même, utiliser les tags au niveau des services accounts pour, déclarer qui est owner, qui est propriétaire de ce service account, mettre dans les commentaires, son utilisation. Ça permet par la suite, si jamais il y a un problème de vite voir, qui est le responsable de ce service account et le contacter en cas de problème. Je sais pas s'il y a des questions? Sinon je passe à la 3e partie du volet sécurité. C'est la c'est la partie, c'est la partie données. Donc, pour protéger vos données, Snowflake, hem, offre plusieurs, méthodes. On J'en recommande l'utilisation du Raw Access Policies. Le but de cette fonctionnalité, c'est contrôler quelle ligne un utilisateur, X peut avoir. Donc en fonction d'une condition, que vous pouvez définir, on peut dire, tel rôle ou tel utilisateur précisément n'a pas le droit de voir, heu, cet ensemble de lignes, avec une simple condition where. Et donc les lignes, ne seront pas affichées quand il va requêter, la table ou la vue, elles seront cachées dans le résultat de son select. Par exemple, je donne un exemple, par exemple un analyste, qui est basé en France ne doit voir que les lignes ou par exemple, une colonne dans une table qui précise, le pays et donc France, et on peut faire ce genre de filtre sur Snowflake en utilisant les Raw Access Policies. Dans la même optique, les masking policies, ça permet d'implémenter l'anonymisation dans Snowflake et donc contrôler les valeurs qu'un utilisateur peut voir dans une colonne, spécifique. Donc par exemple, masquer, une valeur sensible, je sais pas, le numéro de téléphone, le numéro de sécurité sociale ou autre, en le remplaçant par des valeurs qu'on peut définir, soit des étoiles, des nuls ou des haches. On peut crypter, Snowflake offre des fonctions, on peut crypter grâce à votre algorithme, grâce à des algorithmes déjà intégrés dans Snowflake, de hacher, de crypter les valeurs. Donc les lignes, elles restent visibles quand l'utilisateur fait un select, mais les colonnes, enfin les champs seront masqués, les valeurs seront masquées selon ce que vous voulez. Comme j'ai dit, par exemple, masquer les emails, les téléphones, et cetera. Heu, oui, quand on fait les s quand on crée ces policies, faut pas oublier de les appliquer aux vues, et pas uniquement aux tables. Bon, ça arrive. Parfois, on applique les masking, les raw policies sur les tables et on oublie de les implémenter aussi sur les vues et donc ce n'est pas bon. Dernier point sur la partie données, c'est les tags. C'est la notion de tag qui est disponible, sur Snowflake et qui permet de classifier vos données par colonne, même au niveau colonne et dire par exemple cette colonne, il contient des informations, sensibles, et cetera. On peut aussi auditer via des vues, qui sont dans les vues système qui sont dans l'account usage. Heu, voilà pour la partie sécurité. Je passe aux derniers axes que je voulais voir, c'est la partie automatisation. Donc pour la partie, infrastructure as code, ce que j'ai vu et ce que les patterns que j'ai vus et sur lesquels j'ai travaillé, c'est c'est de séparer volontairement en 2 couches. Une couche infrastructure et sécurité. Ça peut être géré par, là je donne l'exemple de Terraform, mais on peut utiliser d'autres outils. Hem, donc tout ce qui relève de la plateforme Snowflake, c'est-à-dire les bases, schémas, rôles, même votre modèle Airbag, on peut l'automatiser via Terraform. Hem
L'objectif, c'est d'avoir un environnement Snowflake cohérent, sécurisé, reproductible, hem, avec un contrôle clair sur les privilèges qu'on aura définis sur, que vous aurez définis sur votre modèle Airback. Hem, la partie couche SQL, métier, peut être gérée par, dbt. Je donne l'exemple de dbt, mais on peut le faire avec d'autres outils ou même, là, je donne l'exemple de Schema Change qui permet de suivre aussi les changements sur, au niveau des tables, vues, procédures et d'autres objets Snowflake. Permet aussi de faire les tests de qualité et cetera et les déploiements sur, les différents environnements. Hem, heu, voilà pour la partie AC. Pour la partie oui, Excuse-moi, il y a une dernière question, je ne sais pas si tu as vu? comment c'est fou de DBT? Oui, alors j'étais off le mois dernier, donc j'ai vu l'annonce de du rachat de DBT par Fivetran. Je dois me documenter un peu. Je sais pas ce qui change, ce qui va pas changer. Donc faut que je regarde un peu ce qui va changer. Je peux pas répondre à ta question, désolé. Je sais pas si quelqu'un dans le chat peut répondre ou il a d'autres informations sur le rachat. Donc voilà, ce qu'il faut retenir de cette partie, c'est de séparer l'infrastructure d'un côté et les transformations de métier de l'autre. En fait, ça dépend de la configuration au sein de votre entreprise. Si l'infrastructure est gérée par une équipe, séparée, donc c'est bien et laisser, les équipes data engineer, heu, utiliser l'outil de leur choix, soit Schema Change, soit dbt pour tout ce qui est transformation métier. Moi, d'un côté, DataOps, je travaillais pas sur la partie, dbt SQL métier, c'était plus, la partie infrastructure où on recevait des demandes, par exemple, pour créer des data products, approvisionner des nouvelles ressources et donc voilà, cette séparation apporte un peu de la clarté, de la sécurité et aussi l'évolutivité. Je passe à la dernière slide sur le volet automatisation. C'est la partie exploitation, ce qu'on appelle le run. Donc je conseille de faire des tasks, des procédures pour les demandes, récurrentes. Là, je parle de l'automatisation du run, donc tout ce qui relève des opérations, du support au quotidien de votre data platform. L'idée, c'est de réduire, au maximum les tâches manuelles, ou les tickets récurrents en s'appuyant sur des tasks, par exemple pour l'archivage ou la purge ou des procédures, stockées qu'on peut fournir, ou mettre à disposition aux équipes, dev. Donc voilà, tout ça consomme beaucoup de temps aux équipes, support, exploitation. Donc si on peut automatiser ou mettre à disposition des procédures aux équipes dev, ça libère, les équipes, opérationnelles pour d'autres sujets. Donc monitoring des warehouses, activer des alertes automatiques, pour, anticiper si jamais il y a un warehouse qui est saturé, anticiper, permettre de résoudre le problème même avant que les équipes, qui utilisent Snowflake, s'en aperçoivent. Voilà, le but, c'est détecter les anomalies, anticiper les dérives de coûts aussi. On peut, grâce à des ressources monitor dans Snowflake, définir un seuil ou une limite plutôt de coûts et donc on a des alertes automatiques à chaque fois qu'on dépasse, heu, un certain coût. Pour la partie observabilité, là, j'ai mis en tant que data product, hem
parce que pour moi l'observabilité, c'est pas juste quelques requêtes ou quelques métriques à sortir, mais plus faudra le voir en tant que data product. C'est un sujet à part, entière. On peut Je suis en train d'écrire, quelques articles sur ce sujet. On peut le voir peut-être dans une autre session, avec le hibou en détail. Heu, voilà, j'ai fini pour, la partie automatisation et donc je laisse, heu, Du coup, tu on peut on peut oui, ouais. pardon? C'est Folie qui a une question, mais je pense que tu allais répondre. Oui, je viens de voir du coup OpenFlow versus dbt. Alors OpenFlow, c'est une, ça vient d'être intégré par, Snowflake et ça s'appuie sur Apache Nifi qui permet, c'est un ETL qui permet de récupérer les données de plusieurs sources et de les an d'une source A vers une source B. Donc Snowflake l'a intégré à sa plateforme pour justement compléter son offre et hem et c'est un outil puissant parce qu'il se connecte avec beaucoup d'autres outils. Je pense à SAP, je pense à Salesforce et donc ils ont des connecteurs natifs qui peuvent, et donc ça facilite, la copie ou le transfert de données depuis ces outils de votre SI vers Snowflake. Je sais pas si vous avez d'autres questions? Ouais, on va laisser le temps aux personnes d'écrire leurs questions. Est-ce que tu peux, du coup, Khalid, nous dire où est-ce qu'on peut te contacter entre-temps, en attendant? Tu peux répéter s'il te plaît? Le temps que, on reçoive les questions, est-ce que tu peux, nous dire comment on peut te contacter si, il y a des internautes qui ont des questions, pour la suite? Heu, oui, oui, bien sûr. Je mets mon QR code là sur LinkedIn. Sinon de temps en temps, j'écris des articles sur Medium, je laisse le lien en bas. Heu, Question d'Amine. Oui, j'ai parlé sur la slide, sécurité de données. J'ai présenté les différentes méthodes, qu'offre Snowflake pour répondre, aux exigences RGPD. Donc, c'est les méthodes que tu vois sur cette slide, les raw masking policy ou la masking policy pour automatiser le masquage. Oui, il y a pas une interface, enfin, il y a une interface pour consulter les vaccine policy, mais c'est créé directement sur ce qu'on appelle les worksheets avec du code, avec du SQL. Oui, on peut gérer, oui, des codes, des règles de métier très, très complexes. Et du coup, tu as Folie qui rebondissait, je ne sais pas si tu as vu Khalid, son commentaire, Non? du coup, DBT toujours pour le T et OpenFlow pour EL. Oui, c'est ça, oui, exactement, oui. Hem, question de Miliana. Salut Miliana. Heu, Tu as mentionné, oui, OpenFlow se base sur, Apache, Nifi, qui est open source. Donc, je l'ai pas encore, utilisé dans Snowflake parce que ça vient d'être, mis en place, je crois, il y a le mois précédent. Donc j'ai pas eu l'occasion encore de le tester. Mais si enfin, dans le cadre Snowflake, je conseille de l'utiliser
heu, au sein de la plateforme elle-même. Comme ça, vous bénéficiez des fonctionnalités Snowflake, en même temps. OK, bah, top. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, pour Khalid dans le live. N'hésitez pas à nous dire si ça vous a parlé, si vous avez apprécié ce live dans le chat et si vous avez des questions. Bah, du coup, Khalid a donné son contact. Vous pouvez le contacter sur son LinkedIn directement et puis il y aura un replay qui vous sera partagé dans quelques jours. Et n'hésitez pas à partager les replays pour les personnes qui seraient intéressées, qui n'ont pas pu se connecter avec nous ce midi. Et puis voilà, Khalid, je ne sais pas si tu as un petit dernier mot, un petit mot de la fin. Merci à tous, merci d'avoir été présents. Je verrai avec toi après si on peut organiser une autre session, mais peut-être sur un autre sujet. S'il y a des sujets qui intéressent d'ailleurs, vous pouvez l'écrire dans le Oui. chat, on prend les infos. S'il y a des sujets, vous aimeriez bien... Ah bah je vois, ça commence. Ouais. Cortex, DataOps. OK, je note. Voilà, le but, c'est de mettre en avant des sujets qui vous parlent et qui vous intéressent. Donc super, merci pour vos retours. Trop bien. Bah, merci à vous pour votre présence, pour votre interaction. C'était un live assez animé, donc nous, on apprécie. Au moins, Khalid ne parlait pas dans le vide, donc c'est top. Non, c'était bien, j'ai apprécié. OK, bah, s'il n'y a pas d'autres propositions, d'autres sujets à nous proposer, on va vous libérer. Et puis, on vous dit on se voit dans 2 semaines pour notre prochain live. On vous enverra toutes les informations. Merci à tous. Bon Merci à après-midi. tous. Salut. Au revoir. Merci.